Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième live de sociologie sur la résistance au changement. On a vu la définition de la psychologie la semaine dernière et donc là on va se concentrer sur la définition en sociologie de la résistance au changement. Et je rappelle, on fait un petit peu tout ça pour pouvoir poser les bases théoriques qui sont un peu lentes et chiantes pour pouvoir ensuite discuter de la révolution numérique, de la fracture générationnelle mais aussi des enjeux mondiaux que cela représente en tant que résistance au changement à travers les biais de la politique. La résistance au changement, dans une approche sociologique, repose sur plusieurs dynamiques collectives. L'inertie culturelle, ça désigne la tendance des sociétés à s'attacher à des habitudes, traditions ou institutions anciennes, même lorsqu'elles sont dépassées. Les normes sociales, qui fonctionnent comme des repères invisibles. Elles dictent ce qui est acceptable ou non et rendent difficile l'introduction de nouvelles idées. Et le conformisme collectif, qui agit comme une pression invisible poussant les individus à se comporter entre guillemets comme tout le monde, au risque de rejeter les innovations perçues comme déviantes. Ces mécanismes sociaux forment une structure de résistance diffuse mais puissante qui freine l'adoption du changement à l'échelle d'un groupe ou d'une société. Donc on a vu un petit peu avec la psychologie le jeu, le pourquoi en tant qu'individu on résiste au changement. Maintenant on va voir pourquoi en tant que groupe on résiste au changement, parce que c'est la différence aussi entre la psychologie et la sociologie. La psychologie va parler du jeu, du moi intérieur, alors que la sociologie va parler du nous. On va se concentrer sur l'inertie culturelle. Alors qu'est-ce que l'inertie culturelle? L'inertie culturelle, c'est quand une société s'accroche à des anciennes manières de penser ou d'agir, simplement parce qu'on a, entre guillemets, toujours fait comme ça, même si ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Alors, c'est quand une société s'accroche à des anciennes manières de penser, d'agir, voilà. Ben, on peut trouver ça, par exemple, avec, si on parle du droit de vote de la femme. On dit souvent que le droit de vote a été donné. Non, le droit de vote a été combattu pour pouvoir l'obtenir en tant que femme. Et donc, ça correspond assez bien à l'inertie culturelle, c'est-à-dire qu'un groupe et un individu ne voulaient pas avancer dans le temps et préféraient rester avec d'anciennes dogmes et normes plutôt que d'avancer vers une société qui est telle qu'on la connaît aujourd'hui avec le droit de vote des femmes qui nous semble totalement légitime et logique parce qu'il n'y a pas de classe et de genre supérieurs les uns aux autres. Il y a une phrase de Aldous Huxley que j'aimerais vous partager, qui a écrit Le meilleur des mondes, qui est en gros l'un des plus grands auteurs de dystopie jamais connus. Et dans un de ses livres, justement, dans Le meilleur des mondes, on y trouve la phrase: mais nous ne pouvons pas permettre à la science de défaire ce qu'elle a accompli. Voilà pourquoi nous limitons avec tant de soin le champ de ses recherches. Nous ne lui permettons de s'occuper que des problèmes les plus immédiats du moment. Toutes les autres recherches sont soigneusement découragées. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la notion de gestion de crise. Là, vu qu'on s'écarte un peu, la notion de gestion de crise, pour moi, elle est assez importante. Et notamment si on parle en termes d'État. On voit aujourd'hui, par exemple, avec des gouvernements tels que celui de Macron, et là je vais parler dans le factuel et pas du tout dans la critique ou dans l'opinion, Macron dirige notre pays comme une grande entreprise. On apprécie, on n'apprécie pas, ça c'est des opinions divergentes. Mais si on traite un État comme une entreprise, déjà il va y avoir les dogmes et les règles d'une entreprise, par contre, c'est un choix que de ne pas faire comme on fait dans les entreprises, ce qu'on appelle de la gestion de crise. Quand je parle de gestion de crise, un des principes fondamentaux de la gestion de crise, c'est de l'anticipation. Parce que le but est d'anticiper la crise pour pouvoir soit bien y réagir, soit éviter qu'elle se produise. Ce qui me semble assez logique. Et donc pourquoi on n'utiliserait pas la gestion de crise, tiens, comme il est dit dans cette citation d'Aldous Huxley, eh ben, on décourage les recherches sur de nouvelles sciences. Pourquoi? Parce que ça permettrait aux gens de réfléchir et de sortir de ce système de normes et d'inertie culturelle qui a été créé et qui a été bien installé. Donc cette résistance au changement commence de manière institutionnelle tout d'abord. Donc revenons. Alors là, on va se baser sur un texte qui s'appelle Les introductions, les politiques sociales entre inertie et réforme, qui a été écrit en 2015 par Thierry Berthet et Bernard Conter. Même si, comme le rappelait Héraclite d'Éphèse, rien n'est permanent sauf le changement, il faut bien conclure ici que la procrastination semble demeurer l'arme la plus efficace de sa résistance. Alors comme on disait, la procrastination, c'est retarder. Retarder, ça peut venir du nous, du jeu, de la psychologie, mais ça peut aussi venir d'un état. Comme je le disais, avec la résistance au changement et la gestion de crise, le fait qu'on n'anticipe pas les crises, c'est une forme de procrastination. Et c'est une forme de procrastination qui pose une problématique justement de manière sociétale, globale et institutionnelle. La résistance enracinée. Les politiques sociales sont souvent associées à des modèles nationaux.
Ces diverses caractéristiques expliquent en partie les résistances et ce qui apparaît parfois comme une inertie politique et sociale. Alors pour parler de ça, en France par exemple, on a du mal à réformer ou à changer l'éducation par exemple, car elle est vue comme un modèle républicain et international. Et pourtant, le fait de réformer l'éducation permettrait justement de créer un système scolaire qui est plus adapté aux jeunes d'aujourd'hui. On va en parler plus tard, et si j'introduis un petit peu la résistance au changement, c'est pour vous amener quelque chose d'assez important qui va s'appeler la révolution numérique, qui est un terme que je trouve qu'on n'utilise pas assez dans la vie de tous les jours, mais aujourd'hui, la résistance enracinée, le fait de ne pas changer le système aujourd'hui tel qu'il est de l'école, pose un problème parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même type de concentration, n'ont pas la même psychologie. Parce que par exemple, quelque chose de tout bête, les enfants qui sont nés en Covid et avec les téléphones n'ont absolument pas formé euh, dans le cerveau les mêmes choses que moi, par exemple, qui ai grandi sans téléphone et sans smartphone quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce que par exemple, un enfant, habituellement, comme nous on l'a connu, moi j'ai expérimenté le miroir et la reconnaissance du moi à partir de 6 mois, comme c'était normal. Aujourd'hui, on prend nos enfants dès qu'ils viennent de naître avec des selfies, avec des choses comme ça, et donc ils apprennent à se reconnaître beaucoup plus tôt. Ce qui va développer dans le cortex frontal ou pas frontal, dans le cortex du cerveau, d'autres types de mécanismes et d'autres types de reconnaissance que vous et nous, on n'aura pas vécu. Et alors là, je parle juste d'un petit détail, on parle de psychologie de l'enfance. La psychologie de l'enfance, aujourd'hui, n'est absolument plus la même qu'il y a autrefois depuis la révolution du numérique, et il faut bien le prendre en compte. Et donc, quand on peut voir ces résistances enracinées, sociétales, de normes sociétales, en fait, posent des problèmes pour avancer et donc créer une résistance au changement global et institutionnel. Dernière référence, le référentiel dominant. N. Okabani identifie des résistances cognitives liées à la faible capacité du couple expérimentation/évaluation à modifier le référentiel d'activation de la protection sociale. Alors en gros, comment je peux vous vulgariser ça? Par exemple, je peux créer une application, et ça je crois que c'est ma slide suivante, je peux créer une application pour... Ah, mince. Je peux créer une application, entre guillemets, pour simplifier l'accès aux aides sociales. Mais, si les institutions fonctionnent toujours selon le vieux modèle du mérite et du soupçon, alors l'outil ne changera rien. C'est la mentalité qu'il faut d'abord dépoussiérer. Donc là, j'en reviens avec expérimentation-évaluation. Donc là, on a expérimenté, par exemple, le fait de faire une aide sociale numérique et que ça facilitait un petit peu, grâce au numérique, l'administratif. Mais au final, le référentiel d'activation de la protection sociale, ici, la mentalité, doit d'abord être dépoussiéré pour que ça puisse fonctionner. Même si l'idée est bonne, cela ne fonctionnera pas. Pour parler d'inertie culturelle, je peux vous parler du film Billy Elliot, qui est sorti dans les années 2000, qui exprime la danse contre un modèle viril. Billy est un jeune garçon d'une ville minière anglaise qui veut devenir danseur classique. Sa passion est violemment rejetée par sa famille et son entourage ouvrier, qui valorise une masculinité virile et traditionnelle. Une des scènes clés est celle où le père de Billy, ouvrier en grève, découvre son fils danser. Il est confronté à un modèle culturel qui s'effondre. On le voit tiraillé entre son modèle de virilité, mais aussi la beauté de son fils qui prend un plaisir à faire une activité qui lui semble vitale. Qu'est-ce qu'une norme collective? Les normes sociales jouent un rôle essentiel de stabilisation des sociétés. Leur force d'inertie naturelle, renforcée par l'histoire, la culture, la peur de l'incertitude moderne, explique pourquoi la résistance au changement est un phénomène massif, profond et souvent invisible. Donc là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que les normes sociales, elles sont là pour stabiliser nos sociétés. C'est pour ça, par exemple, on va dire que le principal opposé aux normes collectives, c'est l'anarchisme. Et l'anarchisme théorique, pas l'anarchisme, on va dire, qui a été réalisé dans la vraie vie, où il y a des règles et où ça se pose d'une autre manière, parce que la théorie de l'anarchisme n'est pas la même que la mise en pratique, un peu comme celle du communisme et tout ça, parce qu'il y en a un, c'est une idéologie utopiste, et dans un autre, c'est des faits réels basés dans une société avec des normes, justement, et des gens qui coexistent à travers tout ça. Donc... Alors la définition d'ontologisation, si vous voulez, c'est relatif au sens de l'être qui appartient à l'existence. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qui sommes-nous au sein de notre société. Par exemple, c'est quoi votre définition d'être une personne française
ou un citoyen français. C'est quoi cette définition-là? Aujourd'hui, normalement, ces normes invisibles et culturelles créent un espèce de groupuscule et une communauté. Je trouve personnellement aujourd'hui que les normes collectives dans notre société ne sont pas assez explicites, mis à part des règles qui nous semblent tous dérisoires. Là, on est en train de dire il faut fumer à 10 mètres des autres. Alors oui, ça je comprends. Par contre, installer des normes alors que la majorité des gens sont incapables de vous dire pourquoi vous êtes français. C'est quoi la définition d'un français pour vous? Je sais que par exemple, quelque chose qui a fait un espèce de rassemblement national, ça a été pendant le Covid. Pour moi, tous les Anglais pendant le Covid ont tous eu une pensée similaire. Qu'ils soient pour ou contre la monarchie, qu'ils soient fans de la reine ou pas du tout, c'était oh, imagine la reine, elle a le Covid. Bah ouais, forcément. Tous les Anglais ont pensé ça à un moment, voire même des gens autres qu'anglais. Et ça a créé une espèce d'unité nationale. C'est bête, on pouvait autant en faire des blagues et tout ça. Il y avait quelque chose pour les réunir. Nous, il a fallu qu'on applaudisse à 20 h, et encore, ça faisait suer certains. Il y avait des collabos qui balançaient d'autres parce qu'il y avait des jeunes qui faisaient des soirées. Enfin, il y avait tout un système. Au final, il n'y avait rien qui faisait qu'on se sentait français. Mis à part, oui, oui, baguette, manger fromage, voilà. Et personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, le seul moment où je me suis sentie une citoyenne française et fière de l'être, pour certains, c'est le foot. Pour moi, c'était la Pixel War. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de vivre la Pixel War au moment où c'est arrivé, mais c'était vraiment quelque chose pour moi de magique et où c'est la première fois que je me suis sentie une citoyenne française et fière de l'être. Parce que je trouve ça un peu triste, parce qu'il a fallu que ça soit des streamers sur Internet pour me faire ressentir ça. Et donc pour en arriver à la définition de norme collective, on voit que tout ça, ça fait partie d'une norme où on banalise certaines choses. Alors, histoire. Les normes sociales résultent d'un processus historique d'ontologisation du social. Donc on a dit ontologisation, c'est on part du nous, mais on part du nous pour parler du groupe. Elles sont des outils qui stabilisent les activités humaines par la transmission cumulative des savoirs. Ça veut dire que moi, demain, je vous transmets un savoir. Si tout le monde, là, on va dire, apprenait ce petit PowerPoint, ça serait une norme sociale, parce qu'on serait tous au courant que justement, on a des biais cognitifs, on a des résistances, on a notre ego des fois qui va transformer certaines choses pour justifier nos actions, même si elles sont mauvaises par rapport à des croyances qu'on a, etc., etc. Et ça deviendrait donc une norme. Là, au final, c'est pas une norme. Les normes d'aujourd'hui, ça va être, j'en sais rien, nous, on conduit avec le volant à gauche, je crois. Désolée, j'ai pas le permis. Des normes sociales, ça va être, on dit bonjour quand on rentre dans un établissement. Des choses comme ça qui vont imposer un petit peu des transmissions de savoir, comme voilà les bienséances, etc. Adaptation ou blocage. La normativité est la capacité de produire des réponses nouvelles aux contraintes. Elle peut être soit adaptative, soit répressive. Alors là, on peut voir que quand on a quelque chose, une résistance au changement, on le sent quand même. Et on peut avoir deux actions. Les normes collectives, elles peuvent soit s'adapter à cette résistance en créant de nouvelles formes de normes, ou alors répressives. Non, il ne faut pas changer les normes, voire même qu'il faut que les normes reviennent en arrière en termes d'éthique pour pouvoir rester sur le chemin de la bienséance normative qui est décrite donc par cette société et souvent par les États. Je regarde si j'ai d'autres choses. Par exemple, une norme adaptative, un bon exemple, c'est une plante qui pousse à travers le béton. Ou alors, répressive, c'est un vieux mur que l'on repeint au lieu de reconstruire. Donc voilà, typiquement la normativité, c'était par exemple au JO, quand on repeignait le métro, histoire de dire notre métro, il est très très beau, hein, alors qu'on peignait par-dessus de la rouille. C'était des normes répressives pour dire la norme, c'est que Paris est magnifique, et donc il ne faut pas montrer l'inverse dans les sociétés contemporaines et surtout aux touristes, au lieu justement de réparer et de, à la limite, même laisser tel quel pour nous montrer la vérité. Et la résistance cognitive, c'est la norme explicite, n'est qu'un aspect d'un stéréotype enraciné. Son acceptation est conditionnée par un groupe social qui l'a produite. Et alors là, c'était pour le dernier exemple, on va parler des guerrilla girls. Guerrilla girls, c'est The women have to be naked to get the Met Museum. Donc en gros, ça c'était quelque chose pour dénoncer justement le fait que les seules femmes qu'il y avait dans les musées, et notamment par les Guerrilla Girls, et là on parle de quelque chose qui s'est passé, je crois, en 2010, quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe, entre les années 90 et 2010, je préfère pas dire de date plutôt que de me tromper. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a moins de 5% des artistes in the Modern Art Section qui sont des women, qui sont des femmes. Et 95% d'entre elles sont des femmes nues. Donc là, en faisant un panneau comme ça, cela dénonce tout en mettant en avant et en utilisant les mêmes techniques
de normes, parce que la norme est de voir des femmes nues pour attirer le regard et pour faire venir des clients. Donc, elles ont utilisé cette même technique, mais en le tournant à la dérision avec justement ce masque de singe. Aujourd'hui, on pourrait voir une référence avec l'expression singe. Voilà, voilà. Et qui utilise ça. Donc, je trouvais que c'était un très bon exemple pour illustrer justement les normes. Pour mettre en avant les normes collectives, on va parler du film Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, car il y a un débat entre les personnages sur la coexistence avec la nature qui met en lumière les conflits des normes culturelles. Un jeune guerrier se retrouve au cœur d'un conflit entre la nature et l'industrialisation, et le film explore les tensions entre les traditions ancestrales et les progrès techniques. Je vous rappelle que c'est un dieu que nous chassons, pas une simple bête. Ne meurs pas en vain! On la tient, elle est prise au piège. Le dieu cerf peut donner la vie, mais il peut aussi la reprendre. Pouvoir social du conformiste. Alors attendez, désolé, j'ai besoin de faire une grimpette là. Désolé, je préfère être assise sur ma chaise de manière bizarre. Alors, le conformisme social, c'est le fait d'adopter des comportements, attitudes et opinions jugées normaux par un groupe. Non pas par obligation, mais par habitude, besoin d'intégration ou peur d'être exclu. C'est une forme de pression douce, souvent invisible, qui maintient l'ordre social et bloque parfois l'innovation. Donc ce qui est intéressant là, c'est de voir que justement le pouvoir du conformisme, c'est le pouvoir d'être comme tout le monde, le pouvoir d'être accepté, le pouvoir de rentrer dans le moule, comme on dit si bien. Et donc, attendez, est-ce que j'ai une petite anecdote à vous dire là-dessus? La définition même du conformisme, par exemple pour les femmes, ça va être le fait de sourire, de s'excuser ou de acquiescer quand on est une femme par réflexe social. Pour un homme, c'est tout l'inverse. C'est la peur de s'opposer à la meute qui va être le plus compliqué dans le conformisme. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple sanction émotionnelle au non-conformisme. Des critères décisifs quant à la définition de la normativité des conduites sociales sont exprimés par des seuils d'acceptabilité ou de recevabilité qui peuvent franchir les conduites. Par exemple, je vais arriver, ou moi, par exemple, dans les normes sociales du conformisme, j'adore m'habiller de manière très colorée. Et très colorée, on dirait un pot de peinture, hein, je vais être honnête, comme me maquiller. J'aime pas me maquiller avec des beaux trucs, j'aime me faire des petits points partout sur la tête, des trucs, des fleurs, des machins. Et c'est pas conforme. Et je sais qu'à partir de là, je m'exclus de groupe. À partir du moment où, justement, je parais un peu plus ce que moi je vais appeler naturel, mais ce que les gens vont appeler différente, limite, on va m'agresser parce que, ou alors me faire des remarques parce que j'essaye de me faire remarquer. Alors que mon but, je suis honnête, je me maquille comme ça chez moi, très peu dehors, parce que justement, c'est ma norme en fait. Ma norme n'est pas la même que celle de la normale, parce que j'aime les côtés un petit peu artsy quand je suis chez moi. Oui, je me fais mes petites fleurs et tout ça. Par contre, c'est vrai que des fois, j'oublie quand je vais faire les courses. Et donc, bah forcément, ça pose une problématique quand on me trouve avec des petites fleurs en train de faire des courses, quoi. Mais donc, un moyen de rajouter à la meute, c'est que par exemple, quand je veux me faire des nouveaux amis, je vais pas arriver avec mes trucs sur la tête. Je vais d'abord essayer de rentrer dans le mood avant d'être moi-même. Et c'est là qu'on voit un petit peu l'effet de masse. Et là, je parle au terme d'amitié, mais on peut trouver ça dans le monde du travail, on peut trouver ça dans les groupes, par exemple, d'activisme, on peut trouver ça dans les groupes politiques, ce qui pose des vrais problèmes. Parce qu'à force de se lisser et de chercher à ne plus être un individu unique, mais de rentrer dans un groupe social, c'est là où ça crée des problématiques et qu'on voit justement les résistances au changement s'installer. Conformisme social. Nous agissons conformément à une norme quand nous agissons correctement, c'est-à-dire en respectant un standard usuel et une conduite reconnue publiquement. C'est un peu l'exemple que je viens de vous donner, donc j'espère que ça vous suffira. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? On est puni ou rejeté si on est non conforme. Par exemple, un homosexuel va tenter de se masculiner ou de se cacher. On peut voir par exemple Sam Zira qui en parle très bien dans le dernier Blast où il a été en interview. Pour parler du pouvoir social du conformisme, on va parler du film La Vague de Denise Gansel, sorti en 2008, où un professeur d'allemand initie une expérience pour démontrer la facilité avec laquelle une dictature peut émerger. Le film montre comment un groupe peut rapidement adopter des comportements autoritaires sous l'influence d'une dynamique de groupe, et la classe se transforme petit à petit en un mouvement autoritaire, illustrant la puissance des normes collectives sur l'individu. Vous sentez que grâce au rythme, petit à petit, on ne fait plus qu'un? C'est le pouvoir de la communauté. Il est mortel, notre emblème. On va déferler sur la ville comme une vague. Avoir des idées, c'est bien joli, mais si c'est pour s'endormir dessus, ça sert à rien.
c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de personnes sur le chat pour ce live-là, parce que ça aurait été intéressant d'avoir des points de vue ou des expériences, comment vous avez vécu, par exemple, pourquoi pas certaines normativités ou certains pouvoirs sociaux du conformisme, comment vous avez pu subir, vivre, ou alors être client, ou alors même pouvoir avoir vu ça de vos propres yeux. Ça aurait été très intéressant d'avoir vos expériences. N'hésitez pas à revenir sur d'autres lives ou en commentaire. Et donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, vous reviendrez voir la suite et que justement, ça vous a permis de comprendre et de définir certaines données pour mieux pouvoir en parler et en discuter avec vos proches. Cultivons-nous ensemble, grandissons ensemble, apprenons des trucs tous ensemble les uns avec les autres. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous fais des gros bisous. Ciao!